Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on va revenir en arrière. J'ai appelé ça flashback. Je vais vous présenter une vidéo qui est une des premières vidéos de ma chaîne. Alors c'est pas la toute première, parce que dans les premières je présentais des steelbooks. Mais je veux dire que c'est une des premières qui me tiennent à cœur et que j'ai revu dernièrement en fait et qui me fait beaucoup rire. Voilà, je pense que vous allez rire aussi parce qu'avec le recul c'est assez amusant. Ça implique effectivement que vous vous intéressez au devenir de notre pays, au devenir de la France, à la politique, à qu'est-ce qui se passe en France. Ça implique de s'intéresser un minimum, d'être un peu curieux, avoir des doutes. Voilà, ça implique plein de choses, mais si vous êtes curieux, si vous avez un intérêt minimum à la politique, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe, comment on est dirigé et quel impact ça a sur notre vie de tous les jours, ben, je vous représente 4 ans après. Voilà, 4 ans de mandat du président Macron, je vous présente l'analyse que j'avais faite avant qu'il soit élu de finalement ce qu'il prévoyait dans son programme. Donc qu'est-ce que 4 ans plus tard il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ben, vous allez voir tout ça et vous allez surtout me voir 4 ans plus jeune. Donc j'ai un peu plus d'abonnés parce qu'à l'époque j'avais peut-être je sais pas, 50 abonnés, voilà. Et c'était une vidéo qui avait fait 300 vues à l'époque, qui est quand même pas mal. Bon, bah, je la reposte avant, on va dire, les élections régionales et départementales. Oui, parce que dans 15 jours, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il faut aller au bureau de vote et voter pour les conseillers généraux de votre département et les conseillers régionaux de votre région. Voilà, je vous laisse avec moi, 4 ans plus tôt. J'espère que ça va vous faire marrer et que ça va vous apprendre des choses. Voilà, je vous laisse. Bonne vidéo à tous. Ciao! Hello hello, nous revoici pour une nouvelle vidéo qui va encore parler de politique. Mais oui, en fait il se passe que la dernière vidéo que j'ai faite sur Mélenchon a fait plusieurs vues et vous êtes nombreux à la liker, donc je me dis je fais la suite et on va parler aujourd'hui du programme d'Emmanuel Macron, donc le favori selon les médias. Donc il y a 6 mois on nous disait que c'était Alain Juppé qui allait être président, dernièrement on nous disait que c'était François Fillon, et maintenant il s'agit de Emmanuel Macron. On n'a même plus besoin d'aller voter, on connaît notre prochain président. Et on va voir quel est son programme ensemble. Alors, juste un peu un petit aparté avant de parler du programme, vous vous dites, mais Emmanuel Macron, c'est le candidat du renouveau, donc un peu comme Giscard en 1974. Donc les plus jeunes vous disent, Giscard, vraiment en 74, les gens pensaient que c'était le renouveau. Et oui, un peu comme Jean Le Canuet. Là j'ai perdu tout le monde, et qui est Le Canuet? On ne sait pas, c'est pas grave, mais enfin, en tout cas, le ministre de l'économie pendant 2 ans sous le quinquennat Hollande et le candidat providentiel qui va sauver la France. Eh ben, on va voir ça ensemble. Donc, comme pour la première fois, le programme, j'ai pris 3-4 étapes importantes, parce qu'effectivement, même s'il a été long à le dévoiler, il a enfin le programme entier sur son site et on peut voir ce qu'il propose. Donc, on va commencer. J'ai noté tout, j'ai pas ça sous forme de feuillet, parce que j'ai pas encore rencontré des militants de Macron qui m'ont donné des programmes sur les marchés, donc j'ai noté tout ça sur mon carnet à spirale, comme dirait William Scheller. Coucou William Scheller. Alors je vous le montre quand même, parce qu'il est assez joli, ça c'est un truc que j'ai trouvé, hop, lenticulaire. C'est joli. Voilà. Donc on va voir le programme ensemble. Alors, on va commencer par le budget. Donc, vers un nouveau modèle de croissance. Alors là, comme tous les candidats, quand on demande aux Français « Hé Robert, c'est quoi qu'ils veulent les Français? Moins d'impôts, plus de sécurité !» Ah, bon, alors, quel est le premier point? Que veulent les Français? Donc, proposition numéro 1, moins d'impôts. Ça tombe bien, dis donc. Donc, moins d'impôts, donc, sur les taxes, les cotisations et les impôts. Donc, c'est un peu réparti partout. Donc il fait une économie de 20 milliards de moins par an en fin de quinquennat. Au bout des 5 ans, il y aura 20 milliards d'impôts en moins. Donc, à égalité,
entre les entreprises et les ménages. Voilà. Donc il y aura moins d'impôts pour les entreprises et aussi moins d'impôts pour les citoyens. Donc augmenter le pouvoir d'achat. Donc il prend des exemples. Voilà. Donc pour quelqu'un qui serait au SMIC, il estime à une augmentation de 100 euros par mois du pouvoir d'achat en faisant quoi? En augmentant un système qui existe déjà, qui est la prime d'activité. Donc pour ceux qui connaissent, si vous êtes au SMIC et que vous déclarez vos impôts, à la fin de l'année, les impôts, au lieu de vous demander de l'argent, vous en reversent. Et donc, cette fameuse prime d'activité, elle sera augmentée. Donc, ce qui fait que, bon, évidemment, ça sera un système qui existe déjà, mais amélioré. Voilà. Et donc, la deuxième proposition, c'est en baissant les cotisations de l'assurance maladie et de l'assurance chômage. Bon. Donc, vous imaginez bien, donc si on baisse les cotisations sur l'assurance maladie, eh ben vous allez être mieux remboursé. Mais oui, bah bien sûr, c'est l'homme providentiel, donc il baisse les cotisations, donc forcément l'État ressent moins pour l'assurance maladie, mais ne vous inquiétez pas du tout, derrière, vous serez aussi bien remboursé qu'avant, l'hôpital ira beaucoup mieux, ça. Et l'assurance chômage, on cotise moins au chômage, mais c'est pareil, vous serez tout aussi bien remboursé pour un système qui est d'une banalité, mais évidemment, puisque ce Emmanuel Macron va résorber le chômage. Donc, dans 5 ans, quand il n'y aura plus de chômeurs, mais, évidemment, il n'y aura plus besoin d'assurance chômage, puisque les gens seront plus au chômage, donc il n'y aura plus besoin de les indemniser. Bah oui, c'est d'une logique implacable. C'est d'un pragmatisme et d'un réalisme à toute épreuve. Voilà. Donc ça, c'est pour votre pouvoir d'achat. Baisser l'impôt sur les sociétés. Alors ça, c'est un point qui est intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas forcément très concurrentiel par rapport à d'autres pays européens. L'impôt sur les sociétés, donc il est actuellement aux alentours de 33%. Mais il se trouve que par des systèmes un peu bizarre, et il se trouve qu'il y a des grosses entreprises, ils payent des avocats fiscalistes, et ces avocats fiscalistes, ils font quoi? Ils font que les grosses entreprises, ils payent pas 33% d'impôts, bien sûr, ils vont payer aux alentours des 10%, parce qu'ils savent comment contourner la règle, sauf que la petite entreprise où il y a 10 salariés, lui, il sait pas comment faire, et il se trouve qu'il paye les 33%, donc c'est totalement injuste. Et oui, c'est vrai. Donc il pense dire, voilà, on va passer de 33% à 25%, ça va alléger les charges, on va dire, pour les petites entreprises, mais bon, du coup, ça allège aussi les charges pour les grosses qui en paieront encore moins qu'avant. Mais c'est idéologique, hein, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais ou pas mauvais, hein. Effectivement, le fait de réduire les charges sur les sociétés, ça peut aider les petites boîtes à aller mieux, hein, quand ils ont des problèmes d'argent. On vous dit, si l'État vous dit vous allez payer un peu moins d'impôts cette année pour relancer l'activité, c'est pas une idée bête, hein. Il n'y a pas de raison d'être contre ou pour, hein. C'est juste que pour le coup on continue un peu sur ce qui a été fait avec la loi Macron. Voilà. Donc le CICE. Alors que le CICE, c'est un système, pareil, pour les grosses entreprises, d'allègement de charges. Bon, et le CICE, voilà, on en voit les résultats. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par le quinquennat Hollande. Et il n'y a plus de chômage. Non. Si. Et ce CICE, ils veulent le continuer. Et effectivement, faire que sur la longueur, il y ait l'allègement de charges continu, c'est-à-dire qu'on dit, il y a moins de charges. Monsieur Gattaz, oui, si vous allégez les charges, il y aura plus d'emplois, je vous promets 1 million alors, sur la vie de ma mère, vous allégez les charges, je vous donne 1 million d'emplois. Hein? Ils sont où? Je sais pas. Mais ça, c'est dit, je vous le dis, puisque je vous le dis, si on allège les charges, il y aura plus d'emplois. Lui, il dit, je vais continuer. Donc ça fait plaisir aux patrons parce que forcément ils ont moins de charges, mais est-ce que ça crée de l'emploi? Vous avez vu le résultat sous le quinquennat Hollande, on ne sait pas. Voilà. Baisse des charges patronales. L'ISF.
Alors ça, réforme de l'ISF. Pourquoi il veut réformer l'ISF? Bah parce qu'il le paye, petit coquinou, on t'a vu venir. Bah oui, il paye l'ISF, donc forcément il en veut pas. Il est pas con. Donc il veut diviser ça en deux parties, donc sur la partie mobilier et sur la partie immobilier. Bah non, mais la partie mobilier, c'est pas une table. Mobilier, ça veut dire que c'est mobile, quelque chose qui bouge. Donc tout ce qui est mobilier, c'est les actions, les stocks options, les plus-values. Donc il part d'un principe simple, c'est que quelqu'un qui a de l'argent et qui place son argent dans les actions, ben, c'est quelqu'un de philanthrope. Mais oui, en fait, il met son argent non, à la banque pour faire fonctionner l'économie réelle. En fait, il investit pour l'avenir. Il met son argent pour que les entreprises créent de l'emploi et qu'il y ait moins de chômeurs. Ben, bien sûr, c'est une vieille idée de penser que quelqu'un qui a de l'argent le ferait pour son propre enrichissement personnel. Mais enfin, voyons, c'est une idée d'un autre monde. Les gens ne sont pas comme ça, les gens sont philanthropes. Ils ont envie d'aider leurs prochains. Voilà, donc cet argent que les riches garderaient pour eux, cette fois-ci, on ne va plus les taxer. Parce que, en fait, l'argent, il sert à financer l'économie réelle. Bah oui, c'est tout bête. Et donc, ne resterait que les taxes sur la partie immobilière. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous avez hérité d'une maison qui vaut super cher dans un endroit qui coûte super cher, c'est-à-dire que vos parents avaient acheté, je sais pas, depuis des décennies, une maison sur l'île de Ré et que maintenant elle vaut 1 million, vous vous retrouvez avec cet héritage, ben vous allez payer l'ISF. Alors que si vous n'êtes pas con et si vous mettez tout votre argent dans des actions et des plus-values, vous ne payerez pas l'ISF. Voilà. Donc ça, le budget. Donc, on continue. En 2020, 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d'habitation. Eh oui, c'est un impôt injuste. Eh oui, la taxe d'habitation, tout le monde la paye. C'est un impôt injuste. Bon, il ne met pas en cause que la TVA c'est un impôt injuste, je sais pas, la redevance télé c'est un impôt injuste, mais il y a une petite question qui ne s'est pas posée, c'est que c'est totalement anticonstitutionnel. Et oui, puisqu'il y a des textes de loi qui disent que une collectivité locale doit pouvoir advenir soi-même à ses besoins. Et là, il dit, mais vous inquiétez pas, je supprime la taxe d'habitation, mais l'État va compenser le manque à gagner en argent. C'est-à-dire que ce que les citoyens, vos habitants, ne vous donneront pas en impôt, eh ben, vous inquiétez pas, l'État va le donner à la place. Donc c'est comme Sarkozy, il avait fait, je supprime la taxe sur les sociétés, qui allait directement aux collectivités locales. Et on dit, vous inquiétez pas, l'État va vous donner des dotations à la place. Hein. Bon, ils les attendent toujours, mais ce qui trouve que si on fait ça, je pense que les mairies, ils vont avoir de plus en plus de mal à boucler leur budget pour la fin de l'année. Donc, c'est un choix idéologique, ça peut plaire, c'est démago, ça va plaire aux gens. On dit, on va plus payer de taxe d'habitation, c'est génial. Ouais, sauf que la mairie, comment elle finance la piscine, les activités scolaires de nos enfants? On ne sait pas, mais l'État sera garant. C'est plus la mairie, c'est quel que soit le camp politique, hein, parce que votre mairie elle est de droite, elle est de gauche, mais là non, c'est l'État qui va prendre en charge ça. Ok. Donc ça, le budget. Alors, on va passer à d'autres choix. Donc le budget, donc taxe écologique, alignement du diesel sur l'essence. Eh ben, c'est déjà le cas. C'est en train de se faire. Vous allez voir. C'est une continuation de ce qui a été décidé. Prime à l'achat d'un véhicule plus récent. Oh, alors ça, c'est une idée, personnellement je ne l'avais jamais entendue. On vous donne de l'argent pour acheter un véhicule plus récent. Alors ça, alors pour le coup, c'est vraiment novateur, je peux rien dire. Plan d'investissement de 50 milliards sur 5 ans. Donc ça c'est un plan d'investissement, donc on fait de l'investissement pour que effectivement dans 5 ans tout aille bien en France, qu'il n'y ait plus de chômage. Donc 15 milliards pour la formation. Oui. Donc les Français, s'ils n'ont pas de boulot, c'est parce qu'ils sont mal formés, donc on va les mettre en formation. Logique. 15 milliards pour la rénovation des bâtiments. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent pour dans les entreprises, dans les maisons, même des particuliers, pour mieux isoler. Donc si vous isolez mieux votre maison,
forcément, vous chauffez moins et vous payez moins d'électricité. C'est pareil pour les modes bâtiments, donc on fait des économies. Donc ça c'est bien, c'est de l'investissement. Donc 5 milliards sur la santé, donc sur le système de santé, hein, il y a des petits problèmes, si vous savez, au niveau des hôpitaux, donc on va mettre 5 milliards pour la santé, et 5 milliards pour l'agriculture. On va aussi mettre 5 milliards pour la modernisation des administrations publiques, et 5 milliards d'euros pour les transports publics. Pardon. Donc, ça c'était pour le budget. Maintenant, on va passer à la baisse des dépenses. Bah oui, parce que si on met 50 milliards sur la table pour moderniser la France, il faut aussi que de l'autre côté, on fasse des économies, bien sûr. Donc, des économies qui sont de l'ordre de 60 milliards par an en fin de quinquennat. Donc j'ai pu lire de leurs concurrents qu'ils disaient oui, c'est 60 milliards uniquement sur la fonction publique. Non, c'est 60 milliards sur plein de choses. On va pas faire des économies que sur la fonction publique quand même. Donc, il va faire 25 milliards d'économies sur la sphère sociale. Donc, 10 milliards sur l'assurance chômage. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de chômage. Donc il n'y aura pas besoin d'indemniser les chômeurs, donc on fait 10 milliards d'économies, ça c'est logique. 15 milliards sur l'assurance maladie. On va faire 15 milliards sur l'assurance maladie, pirouette, cacahuète. On a, là, au début de vidéo, je vous disais, il va baisser les cotisations. Donc c'est-à-dire que vous, en tant que salarié, vous allez moins cotiser pour l'assurance maladie. Et on va quand même réussir à faire 15 milliards d'économies. C'est quand même génial, ça, c'est magique. On sait pas, oui, bon, vous imaginez bien que vous allez sûrement être moins remboursé sur certains trucs, faut pas déconner quand même. 25 milliards de dépenses en moins sur l'État. Donc là, il joue pas mal sur la transition numérique. Donc la transition numérique, effectivement, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent. On a quand même évolué, donc on fait plus tout à la main, il y a des ordinateurs. Donc, par exemple, les impôts, vous faites votre déclaration d'impôts par Internet. Donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de services publics où il y a beaucoup de choses qui vont se faire en numérique. Maintenant, vous allez à votre CAF ou à votre Pôle emploi, c'est difficile de voir un conseiller, on vous dit allez sur le site Internet, comme ça. Bon, voilà. Donc on va passer à une transition. Donc effectivement, les métiers qui étaient auparavant, ou de saisie, tout ça, qui se font par Internet, on peut imaginer que les personnes qui étaient allouées à ça vont faire autre chose. Voilà. Mais il veut quand même, au final, supprimer 120 000 fonctionnaires. C'est moins que Fillon, effectivement. C'est quand même 120 000 fonctionnaires en moins, et tout en disant que, en fait, les services publics vont être aussi bien qu'avant. Je sais pas comment il va faire, mais c'est comme ça. Alors, baisse de 10 milliards toujours en fin de mandat, sur les collectivités locales. Pareil, pirouette cacahuète. Donc ils demandent d'un côté de baisser les cotisations, des taxes d'habitation. On l'a vu avant, ils disent non, vous n'aurez plus de taxes d'habitation. Donc les collectivités, des gens, ils n'ont plus de taxes d'habitation, sauf ce que leur donnera l'État à leur bon vouloir. Et en plus, il faudra qu'ils se serrent la ceinture. On va dire, vous n'avez plus de taxes d'habitation, et en plus, vous allez faire 10 milliards d'économies. Bonne chance avec ça. Et le dernier point, il dit nos hypothèses de croissance sont volontairement prudentes. Parce que ce serait ballot qu'ils annoncent 3% de croissance alors qu'il n'y a que 1%. Ah oui. Parce que les électeurs, on leur a déjà fait le coup. Donc, ils l'écrivent. Au cas où on leur dise, je l'avais écrit quand même. Voilà. Donc, le budget. On va passer au deuxième point, l'Europe. L'Europe, c'est assez simple, c'est le plus européen et le plus convaincu des candidats. Donc, il est à peu près d'accord sur tout ce que lui dit la Commission européenne. Voilà. Donc, status quo, c'est bien, tout va bien. Ça serait bien de faire quelques petits débats quand même sur qu'est-ce qu'on veut pour... Bon, on va pas non plus réformer de fond en comble, c'est très bien comme ça. Donc, il est d'accord sur les traités, mais qu'est-ce qu'il propose quand même pour l'Europe? Donc mobiliser pour renforcer le contrôle aux frontières. Oui. Il veut effectivement, l'Europe, il y a plus trop de frontières à l'intérieur de l'Europe, mais quand même on a des frontières extérieures de l'Europe, donc mobiliser 5000 personnes pour contrôler l'arrivée des migrants aux frontières. Voilà. Europe de la défense. Il est d'accord avec Hollande, qui vient d'avoir
pas loin, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. Ah, on est alors aujourd'hui, tiens, je vais dire le jour qu'on est aujourd'hui, c'est le jour où la présidente sud-coréenne a été destituée. Comme ça vous situe où on est. Voilà. Donc, il est pour l'Europe de la défense. C'est-à-dire que depuis le général de Gaulle, bah, la France elle faisait sa défense elle-même. C'est-à-dire que si on est attaqué par un pays, bah, la France elle peut dire bah, on a la dissuasion, pouf, on appuie sur le bouton nucléaire. Sauf que là, il va faire une défense européenne. Eh ben oui, bah, sauf que effectivement, si on fait une défense européenne, ça veut dire que si un des pays de l'Europe est attaqué, bah nous, en tant que Français, on se doit de répliquer. Alors que bon, bah, forcément, nous, personnellement, on nous a rien fait. Mais s'il dit, bah, l'Ukraine est dans l'Europe, la Russie attaque l'Ukraine, à Pente, bah nous, on est obligé de se défendre puisqu'on a des accords européens. Et bon, bah, bien sûr, renforcé avec l'idée que on fonctionne aussi avec l'OTAN. Donc l'OTAN, qui avait été depuis longtemps pas forcément dans les idées de la France, hein, puisque depuis le général de Gaulle, on n'était pas dans l'OTAN, mais Sarkozy qui dit ah, je suis gaulliste, mais non, il s'est remis dans l'OTAN. Donc maintenant on est encore dans l'OTAN, et puis en plus on aura une défense européenne. Je sais pas, alors il y a une phrase très célèbre qui dit la guerre est quelque chose de trop sérieux pour la conflit à des militaires. Moi je suis anti-militariste, donc alors là, est-ce que le fait d'avoir une défense européenne ou pas, ça va être mieux? Ben, j'en sais rien, mais c'est juste que ça sera un truc collectif solidaire, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un pays attaqué par un autre dans l'Europe, bah, on sera obligé de prendre parti. Voilà. Donc, suivant. Combattre le dumping. Ça, c'est plutôt bien, puisqu'on dumping chinois, par exemple. Donc, l'accès au marché public européen devra être limité à ceux qui localisent leur production en Europe. Ben oui, ça c'est bien aussi. J'ai rien à dire. Développer Erasmus. Eh ben, encore une bonne idée. Ben oui, il n'y a pas que des bonnes idées quand même. Ça c'est bien que les autres candidats, hop, ils piquent comme ça. Ils disent ouais, hop, je les mets dans ma besace. Bon, bah, voilà, les idées ça circule. S'il y a des bonnes idées, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre. Donc, il a carrément triplé le nombre d'étudiants qui voyagent. Alors, tripler le nombre d'étudiants, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont partir étudier pendant un an. Hein. Ça peut être un trimestre, par exemple. Mais je trouve ça plutôt bien, parce que ça élargit, le voyage élargit l'esprit. Donc, faire qu'il y ait plus d'étudiants qui voient un peu ce qui se passe en Europe, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, quand il y a des bonnes idées, on les dit aussi. On va passer aux retraites. Alors, les retraites. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, en fait, il part d'un principe assez simple qui avait été plus ou moins essayé par la droite il y a une quinzaine d'années, c'est de dire principe de jalousie et de démagogie. Ça veut dire, bah oui, Français, vous partez à la retraite à 62 ans, mais regardez votre voisin. Lui, bah, c'est un privilégié, il part à 60. Mais oui, mais pourquoi il part à 60? C'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il ne cotise pas du tout de la même manière que vous. C'est-à-dire que au niveau des cotisations, il peut partir à la retraite plus tôt, tout simplement parce qu'il a cotisé plus. C'est-à-dire que lui, chaque mois, sur sa feuille de paye, il y a un peu moins et plus de cotisations pour la retraite, ce qui fait qu'il peut partir plus tôt. Voilà. Et ben ce système de démago de jalousie vous dit, oui, mais ça c'est pas logique, c'est injuste. Il y a des gens qui partent plus tôt que d'autres. Moi, ce que je veux faire, c'est reformer le système des retraites et que tout le monde parte en même temps. Voilà. Sauf qu'au final, qu'est-ce que ça va aboutir? C'est que avoir un système de gens qui partent à 60 et d'autres à 62, on va se retrouver où tout le monde va partir à 62. Donc effectivement, il n'y aura plus de jaloux. Mais ceux qui ont eu des acquis sociaux, ils l'auront un peu dans le baba. Donc le système de retraite, c'est un point, c'est un système de points, c'est-à-dire que au lieu du système de répartition solidaire qui fait que vous qui travaillez actuellement, vous payez la retraite de ceux qui sont à la retraite actuellement, il veut pas forcément remettre ça en cause, mais il va mettre un système par point. C'est-à-dire que 1 euro cotisé, ça fait 1 point. Sauf que là, 1 point actuellement, on sait à quoi ça correspond. Sauf que quand vous serez à la retraite, les États ils auront changé, les gouvernements auront changé, vous ne saurez pas forcément à quoi vous attendre, puisqu'il se peut très bien que dans 5 ans, on aura un autre candidat qui vous dire finalement, le point que vous avez accumulé à la retraite, ça vaut actuellement ça, suivant l'état de
de l'espérance de vie, et que bah, peut-être vous partirez à 65. Donc, mais lui il dit, vous inquiétez pas, non, je ne mets pas en cause la retraite du tout, je veux réformer. Voilà. Donc on va passer au travail. Oh là, je vois que ma vidéo est un peu plus longue que la première, donc je vais un peu speeder. Donc le travail, bon bah libéraliser le travail. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà essayé de mettre en place avec les lois sous Cohen à Hollande, qui ont été passées au 49.3 avec l'accord de tout le monde, bien entendu. Donc c'est un peu une libéralisation à l'anglaise. Alors lui il dit non, mon modèle c'est pas Thatcher. Bon, bah, il y a Alain Madelin qui le soutient, donc vous en verrez les conclusions que vous voyez. Mais bon, alors, le système anglais, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de chômage, effectivement, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont très flexibles et avec un salaire moindre. Donc effectivement, il y a peut-être un peu plus d'emplois, mais au final, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on est prêt à tout pour un emploi? Et donc il prend le système d'Uber, il dit bah oui c'est bien, Uber, il y a des petits jeunes qui n'ont pas la chance de l'emploi, et donc ils achètent leur voiture, et ils peuvent travailler 60 heures par semaine pour gagner un SMIC, et bon moi ça les met dans le marché du travail. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ben ça, c'est à vous de décider. Donc hausse de la CSG, pour financer un peu tout ça. Donc ça, la CSG, hein, c'est un impôt que tout le monde paye. Donc même les retraités et les chômeurs. Pour le coup, c'est égalitaire. Voilà. Donc il reprend le système des zones franches, qu'il vient de découvrir. Tiens, une zone franche. Bon, bah, on savait pas ce que c'était. Donc il dit, bah voilà, si il y a des emplois dans des zones particulières, dans des banlieues par exemple, eh ben vous aurez des aides. Donc lui, il parle de 15 000 euros sur 3 ans pour une entreprise, sur un salarié. Voilà, donc il vient de découvrir la zone franche. Qu'est-ce que c'était? Ben, on est content pour lui. Voilà, donc au niveau de l'emploi, il parle aussi de l'assurance chômage, de donner une assurance chômage à un salarié qui démissionne. Et ça, c'est pas mal, parce que des fois, on est sous la pression d'un travail, on n'en peut plus, on est bientôt en burn-out, et le patron peut avoir une sorte d'emprise sur vous en disant bah voilà, si tu démissionnes, t'as rien. Donc l'employé peut être amené à rester dans l'entreprise contre son gré, quoi. Et ben là, en fait, effectivement, il pourrait y avoir un système où effectivement on démissionne, mais on a quand même des aides. En sachant que lui il propose de faire ça, mais vous pouvez l'utiliser une fois tous les 5 ans. C'est un joker, hein, c'est pas faire tout le temps non plus. Alors en contrepartie, ça donne quoi? Un système au niveau de l'assurance chômage que Pôle emploi vous dit bah monsieur, voilà, on a trouvé un emploi pour vous, vous acceptez ou vous refusez? Ah bah non, cet emploi-là, je peux pas, c'est à 50 km de chez moi, c'est moins que ce que je gagnais avant, donc non. Ah, vous avez le droit de dire non une fois. Alors par contre, la deuxième fois, si vous dites non, hop, plus d'allocation chômage. Bon, bah ça c'est la contrepartie. Et là, le dernier point, c'est les accords d'entreprise. Hein, donc, ce qui avait été un peu fait avant au niveau des lois, c'est les accords d'entreprise. Il a un discours un peu bizarre, parce que moi j'ai bien lu, et il n'est pas contre les syndicats, mais par contre il veut que ça soit l'employé qui prenne les décisions. Donc il est d'un côté pour passer outre les syndicats, et d'un autre côté pour renforcer les syndicats. Donc je suis pas très clair, mais enfin c'est pas très clair, c'est un peu flou. Mais en tout cas, ce qui résulte de ça, c'est que effectivement, au lieu d'avoir un accord de branche, donc sur votre travail, ça sera accord entreprise par entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise vous dit bon bah les gars, on a un peu de difficulté en ce moment, toutes les entreprises, bah vous allez travailler 39 heures, payer 35, est-ce que vous êtes d'accord? Sinon t'es viré. Bah là tu regardes ton papier, sans passer par les syndicats, parce qu'on demande directement ton avis, et tu dis oui ou non, bah c'est ton choix. Donc bah, si tu dis non, t'es viré, bah si tu dis oui, tu rentres dans l'entreprise, mais au final, bah, tu travailleras 39 heures, payé 35. Ça, c'est la joie du libéralisme. Voilà. Ouf. C'est beaucoup trop long cette vidéo, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je sais pas, en fait, je suis super critique. Mais ça peut être amusant, hein. Si vous êtes pro Macron, eh ben, vous regardez cette vidéo et vous dites, non, mais en fait, ce que tu dis, c'est totalement faux, je vais te donner les arguments un par un, hop,
vous mettez les commentaires dans la vidéo, et puis chacun se fera son opinion. Voilà, donc j'attends le programme des autres candidats. Puis si cette vidéo marche aussi, eh ben on fera la prochaine. Ciao!